Bonjour et merci d'être venu aujourd'hui pour cette conférence. À moins que vous n'habitiez dans une caverne, vous avez entendu parler du Super Tuesday, si vous étiez là déjà à notre conférence précédente mardi. Et surtout, vous avez entendu peut-être parler des résultats du Super Tuesday qui nous occupent aujourd'hui. Alors la question qui se pose, c'est quels résultats et quels résultats au pluriel, avec un certain nombre de questions subsidiaires. Qui gagne? Qui perd? En deux mots, ce qui est évident, ce que tout le monde a noté, c'est que McCain semblait avoir gagné. Semblait parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr. Huckabee est loin d'avoir perdu. Il n'a pas gagné, évidemment il est loin derrière, mais il n'est pas tout à fait mort. Romney, en revanche, est en beaucoup plus mauvaise posture. Côté démocrate, c'est ce qui nous occupera le plus aujourd'hui. Il semblerait qu'on ait plutôt une sorte de match nul entre Obama et Clinton, c'est-à-dire que Clinton n'a pas gagné, Obama n'a pas perdu, et vice-versa. Et on se dirige plutôt vers une guerre d'usure qui pourrait être tout à fait dommageable aux démocrates, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Alors les avantages et les inconvénients de parler aussi près de l'événement, c'est que c'est encore chaud, c'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que c'est encore chaud. C'est l'inconvénient, c'est l'histoire est en train de s'écrire, on n'a pas encore tout. Et surtout, à aussi peu de distance, je n'ai pas pu analyser tous les résultats. Alors, les gens qui se sont exprimés hier, notamment hier à 7 h du matin, avaient encore moins de résultats, ce qui veut dire que tout ce qu'on a dit jusqu'ici est sous réserve de confirmation. Mais il y a un certain nombre de choses qui se dégagent, et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une thèse ou une hypothèse essentiellement sur les démocrates, essentiellement sur la sociologie du vote, c'est-à-dire le facteur racial, le facteur ethnique et l'effet polarisant sur le vote interne au Parti démocrate. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans la presse, notamment au moment de la primaire de Caroline du Sud, premier grand État noir à voter. Et c'est une question qui se pose de manière très aiguë, en des termes assez simples, voire simplistes. Obama est-il uniquement le candidat noir et des noirs? Et auquel cas, est-ce que ce n'est pas un désavantage, même s'il se présente comme le candidat de l'union de tous les Américains, est-ce que la sociologie du vote ne reflète pas quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui en disant « Regardez, ce n'est pas le candidat de tous les Américains ». Donc c'est ce qu'on va regarder. Alors pourquoi le côté démocrate? Non pas uniquement à cause de l'obsession française récente pour Barack Obama, mais parce que c'est la course la plus serrée. Évidemment, on aurait pu discuter du vote républicain, mais dans la mesure où il est beaucoup moins serré, ça présente moins d'intérêt. Donc le côté démocrate, à travers quelques États, pas tous évidemment parce qu'il m'aurait fallu une bonne semaine de préparation, quelques États représentatifs, importants et problématiques si il me reste du temps, à l'aide de sondages sortis des urnes. Sondage sorti des urnes, ça veut dire que vous allez voter et quand vous avez fini de voter, on vous donne un questionnaire à remplir, ça fait plusieurs pages, et de deux choses l'une, soit vous avez le temps, soit vous n'avez pas le temps. Donc ça fausse également les résultats. C'est une première donnée méthodologique. Vous avez des gens qui sont très pressés, qui viennent de voter, qui vont travailler, parce que ce n'est pas un jour férié, ce n'est pas un dimanche, le Super Tuesday, vous l'aurez remarqué. Donc ils vont travailler après avoir voté. Ils n'ont pas forcément que ça à faire de remplir un sondage sorti des urnes. Donc c'est un des problèmes méthodologiques auxquels on est confronté. Alors cette sociologie du vote, qui vote pour qui en gros, par catégorie, elle nous permet d'évaluer l'attrait des candidats chez certains groupes. Et à partir de ce qu'on a comme données sociologiques, on peut essayer de faire des projections dans les États à venir pour, éternel problème de la politique, savoir ce qui va se passer. Je reviendrai à la fin sur le calendrier, sur les échéances qui sont devant nous. Évidemment, rien n'est terminé. Il y a un certain nombre de primaires qui arrivent, notamment dans les jours à venir. Le 12 février, il y a ce qu'on appelle les primaires du Potomac, à Washington, D.C., la Virginie et le Maryland. On a le deuxième Super Tuesday qui est le 4 mars. J'espère, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il tombe un mardi, sinon ce sera tout juste Super, mais un peu moins Tuesday, avec des gros États comme le Texas et l'Ohio.
Et on a encore la Pennsylvanie qui arrive en avril. Donc on va avoir une course d'endurance, notamment financière. Il y a une info qui est tombée ce matin, enfin cette nuit, comme quoi Hillary Clinton avait injecté 5 millions de dollars dans sa campagne. Pourquoi? Parce qu'elle s'estime en difficulté, notamment dans les États du Potomac, avec des communautés noires très importantes qui sont naturellement favorables à Obama. Donc peut-être une difficulté de campagne pour Clinton. Bon, on sait qu'elle a un soutien assez important, mais que Obama a un soutien lui aussi très important. Donc, au niveau financier, les deux tiennent la route. Et c'est un des grands enseignements. Alors très rapidement sur les résultats. Et comment on peut lire les résultats? Est-ce qu'on lit les résultats par nombre d'États? Non, ça ne veut rien dire. Obama a gagné 13 États, mais il a gagné essentiellement des caucus, c'est-à-dire ce qu'on vous a expliqué mardi. C'est les modes de désignation les moins démocratiques. Dans des petits États de type Idaho ou des États des Rocheuses, etc., bon, ce n'est pas forcément très représentatif. Clinton a remporté 9 États, essentiellement des États à primaire, donc plus démocratiques, plus de gens qui votent. Donc 9-13, Obama gagne? Non. Hillary Clinton a remporté 7,5 millions presque de voix et Obama un peu moins de 7 millions. Est-ce que Hillary Clinton a gagné en termes de nombre de voix nationalement? Non, ça ne veut rien dire. C'est État par État. En termes de pourcentage, on est pratiquement à égalité parfaite. 48-83 et 48-45. Ah oui, je m'excuse, je vais vous donner énormément de chiffres, donc je suis désolé par avance. Ce qui compte, c'est les délégués. Les délégués, du côté des républicains, les choses sont assez tranchées. McCain en a plus de 600, Huckabee est derrière, il en a 150, quelque chose comme ça. Donc il y a assez peu de suspense. Côté démocrate, on a 688 délégués pour Hillary Clinton et 617 pour Barack Obama. C'est des chiffres qui sont amenés à fluctuer parce que le mode de désignation est extrêmement variable. Donc en gros, on a un léger avantage pour Hillary Clinton, mais c'est trop peu pour être réellement significatif. Donc, ce que je dirais simplement sur les républicains, je ne voudrais pas trop m'attarder sur les républicains, c'est qu'on a noté en particulier un hommage, alors c'est le fair play habituel, hein, en dehors des petites phrases, quand vous gagnez ou quand vous perdez, notamment quand vous gagnez, vous dites une gentillesse sur vos adversaires. Bon, McCain a dit une petite gentillesse d'usage sur Romney. Il a en revanche donné un hommage particulièrement appuyé à Huckabee. Et ça fait qu'un certain nombre de commentateurs, en France comme aux États-Unis, sont confortés dans l'hypothèse de ce qu'on appellerait un ticket McCain-Huckabee, avec McCain candidat à la présidence et Huckabee candidat à la vice-présidence. Et cette option permettrait de rassembler non seulement l'ensemble du camp conservateur, notamment les évangéliques qui sont derrière Huckabee. Huckabee a gagné 5 États du Sud où les évangéliques ont un poids considérable. C'est la base traditionnelle du Parti républicain et McCain est un peu en marge du Parti républicain. Donc pour lui, ce serait une bonne nouvelle. Donc ça permettrait de rassembler le camp républicain, mais au-delà les indépendants qui votent plus volontiers pour McCain. Et ça, d'autant plus si le candidat démocrate est une candidate. Pourquoi? Parce que Hillary Clinton a beaucoup moins le soutien des indépendants que Obama. Donc si on a un duel, si vous voulez, McCain-Huckabee contre Clinton, je ne voudrais pas être pessimiste, mais je ne donne pas cher de la peau de Clinton. En revanche, si on a un duel McCain-Huckabee contre Obama, c'est un duel qui va se passer au centre. Et là, ça dépend aussi qui sera le vice-président d'Obama. Alors là, on ne sait pas vraiment. Beaucoup de noms qui circulent. Ça pourrait être très serré. On ne sait pas du tout. Il faut voir justement la dimension polarisante que pourrait avoir, donc potentiellement répulsive, que pourrait avoir Obama auprès des électeurs. C'est-à-dire que Clinton, chez les indépendants, ils préféreront voter McCain très largement plutôt que de voter Clinton. En revanche, Obama, il y a un certain nombre de gens, c'est un peu triste à admettre, mais il y a un certain nombre de gens qui vont dire quand même McCain, il est un peu moins bronzé. C'est une donnée sociologique, regrettable ou pas, enfin ça c'est pas vraiment à nous de juger, c'est une donnée.
Donc il faut voir dans quelle mesure ça va jouer. Dans le camp démocrate, ce que le vote au sein du camp démocrate peut nous enseigner de ce point de vue-là, et comment ça peut se répercuter ensuite au niveau national, sachant qu'une primaire au niveau démocrate peut avoir un certain nombre d'enseignements, mais que, évidemment, il y aura des facteurs qui vont différer par rapport à une élection générale. Alors, Hillary Clinton a gagné essentiellement les gros États, ce qui fait qu'elle a gagné un certain nombre de délégués, oui, mais Obama, grâce au système d'attribution à la proportionnelle, n'est pas loin derrière, comme ça aurait été le cas avec un système où le gagnant, même tout juste, d'un État prend tous les délégués. Là, il se trouve que le système proportionnel n'a pas permis de creuser des écarts nets, et ça explique que le perdant à chaque fois, quel qu'il soit, limite la casse, limite les dégâts, et les deux sont toujours en course. Ensuite, il faut regarder la répartition des votes à l'intérieur de chaque État, presque comté par comté, parce que chaque État est un microcosme, chaque État a des données qui peuvent varier du tout au tout, et en fonction de ces données-là, qui sont les mêmes questions en fait, mais les réponses vont être forcément différentes d'un État à l'autre, on peut essayer de faire un portrait robot, si vous voulez, de l'électeur d'Obama et de l'électeur, ou triste, de Clinton. Alors, portrait croisé des électeurs types. Évidemment, dans mon étude, j'ai pris ni New York ni l'Illinois, puisque c'est ce qu'on appelle les home states, et donc il y aurait eu des écarts qui n'auraient pas été vraiment significatifs en faveur de Clinton dans l'État de New York, en faveur d'Obama dans l'Illinois. Alors, qui vote pour Obama? Plutôt, assez majoritairement même, des hommes, blancs comme noirs, alors que c'est plutôt des femmes qui votent pour Clinton. Alors ça peut paraître un facteur déterminant, et on peut se dire que dans la mesure où traditionnellement dans les primaires démocrates c'est essentiellement des femmes qui votent, dans l'Arizona je crois c'est 2/3 de femmes, l'électorat de mardi, on peut se dire si c'est pratiquement que des femmes ou majoritairement des femmes, c'est plié pour Clinton. Pas du tout. Dans certains États, vous avez 57, 58, 60% de femmes, et c'est Obama qui gagne, et parfois même assez largement. Donc c'est un facteur explicatif parfois, mais pas toujours. Donc plutôt les hommes, plutôt les femmes. Donc c'est la question du sexe ou du genre, suivant le terme qu'on utilise, qui peut être polarisante ou pas, on va y revenir. La question de l'âge, également, peut avoir une incidence. Ce qu'on remarque dans la plupart des États, c'est qu'il y a une distinction entre les plus jeunes et ce qu'on appellera poliment les moins jeunes. Les plus jeunes votent majoritairement Obama. En gros, plus vous êtes jeune, plus vous avez tendance à voter Obama largement. Ces plus gros écarts dans les tranches d'âge, il les fait chez les soit 18-29 ans dans les grands groupes, soit 18-24 ans et 25-29. Hillary Clinton est plus populaire chez les plus de 60 ans et d'une manière un peu plus atténuée chez les plus de 45 ans. Mais ce n'est pas tout à fait étanche. On a, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, les électeurs d'Obama sont plutôt des urbains, alors que les électeurs de Clinton sont plutôt des ruraux, et entre les deux, une grande partie de l'Amérique qui habite dans les banlieues au sens résidentiel, hein, donc souvent assez chic, ou pas forcément, mais classe moyenne, se partagent entre les deux. Alors, parfois c'est l'un qui gagne, parfois c'est l'autre. Parfois on a Clinton qui gagne en milieu urbain, mais c'est quand même assez rare. Parfois on a Obama qui gagne dans les milieux ruraux, mais c'est également rare, et c'est là où en fait ça ne détermine rien. Au niveau économique, on a des tendances assez fortes qui se dégagent. L'électeur moyen d'Obama estime que la situation du pays économique est correcte, voire bonne, alors que l'électeur moyen de Clinton pense que la situation économique du pays est mauvaise, voire très mauvaise. Les électeurs d'Obama, généralement, se retrouvent majoritairement dans les catégories qui ont fait le plus d'études supérieures. Là, c'est un peu la même chose qu'avec le facteur jeunesse. En gros, plus vous êtes diplômé,
plus vous avez tendance à voter Obama. Et à l'inverse, moins vous êtes diplômé, plus vous avez tendance à voter Clinton. C'est assez régulier, hein, État par État, quels que soient les États, on retrouve un peu les mêmes répartitions. Même chose au niveau des salaires, avec une nuance. Plus vous gagnez d'argent, plus vous avez tendance à voter Obama. Et moins vous avez d'argent, et ça peut être notamment les catégories qui gagnent moins de 15 000 $ par an, c'est-à-dire à peine plus de 1 000 $ par mois. Et je vous rappelle qu'avec le cours du dollar, ça ne fait pas grand-chose. Donc ces catégories-là votent pratiquement toutes pour Clinton, dans une grande majorité, sauf dans des États comme par exemple l'Alabama ou la Géorgie, où le vote ne se fait pas selon ces lignes-là, et donc Obama l'emporte dans toutes les catégories. Donc les salaires élevés côté Obama, les bas salaires côté Clinton, à une nuance près. Dans certains États, l'Arizona et la Californie notamment, la dernière tranche, les gens qui gagnent au-delà de 200 000 $ par an, ce qui est appréciable, votent Clinton assez majoritairement. Donc on a une répartition qui est assez surprenante. Les gens qui ont peu d'argent, ou les classes moyennes en gros inférieures, votent Clinton. Les classes moyennes supérieures et les classes aisées votent Obama. Et dans certains États, les catégories plutôt, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de classe, en Californie, je crois que c'est 6% des gens, des électeurs démocrates qui gagnent plus de 200 000 $ par an, votent assez majoritairement pour Clinton. Également, une question assez à la mode en France, la question du pouvoir d'achat. Il y a 3 catégories au niveau du pouvoir d'achat. Soit vous pensez que votre pouvoir d'achat, votre situation financière s'améliore, soit vous pensez qu'elle stagne, soit vous pensez qu'elle est de plus en plus mauvaise, c'est-à-dire que vous perdez en pouvoir d'achat. Alors, si vous êtes dans les catégories qui s'estiment le plus favorisées, vous votez Obama. Ça rejoint les gens qui ont fait le plus d'études et qui gagnent le plus d'argent, qui sont plus optimistes quant à la situation économique du pays. Donc votre pouvoir d'achat s'améliore, vous votez Obama. Votre pouvoir d'achat est en berne, en perte de vitesse, vous votez assez nettement Clinton. Et pour ceux qui estiment que leur pouvoir d'achat stagne, généralement c'est Clinton, parfois c'est très divisé. Évidemment, ce que je vous dis, c'est toujours des soutiens relatifs, hein, ce n'est pas des soutiens absolus. Vous n'êtes pas obligé de voter Obama si vous gagnez 150 000 $ par an. Au niveau politique, les démocrates, donc ceux qui sont dans le parti démocrate, vous savez que c'est des primaires qui sont ouvertes généralement, donc même si vous êtes républicain, vous pouvez aller voter pour les démocrates, si ça vous amuse. Les démocrates votent assez majoritairement Clinton, les indépendants votent très majoritairement Obama. Et au niveau ethnique, les soutiens d'Obama sont très forts chez les Noirs, évidemment, qui votent très largement pour Obama. Et chez les Blancs, c'est beaucoup plus divisé. Les Blancs votent plutôt Clinton, mais certaines catégories, les jeunes Blancs notamment, votent majoritairement Obama. Les hommes blancs également, on peut diviser les catégories que je vous ai données entre elles. Vous avez les hommes, les femmes, les blancs et les noirs par exemple. Vous pouvez diviser en hommes blancs, femmes blanches. Là, vous vous rendez compte que les hommes blancs votent Obama et les femmes blanches votent Clinton. En revanche, dans l'électorat noir, les hommes comme les femmes votent Obama très largement, des marges de 80 à 15, un truc comme ça. Alors, on n'a jamais un total de 100%, parce qu'il y a encore des gens qui votent pour Edwards. Il n'est plus en course, mais il y a encore des gens qui se disent « Tiens, je vais quand même voter pour Edwards ». Il y en a beaucoup, ça fausse toutes les statistiques, mais ça leur a fait plaisir, alors bon. Les latinos, c'est pareil. Eux ont voté très largement Clinton, quel que soit leur sexe. Les hommes, les femmes, ils ont voté largement Clinton. Pas dans la proportion des Noirs, dans une proportion moindre, mais c'est un soutien assez net dans tous les États. Et vous savez que les hispaniques sont la minorité qui se développe le plus. On a une autre minorité importante, mais qui est beaucoup plus localisée, c'est les Asiatiques. Et en Californie, qui représentent 8% de l'électorat, donc ici des démocrates, et qui ont voté assez majoritairement Clinton. Donc on a un certain nombre de lignes de fracture en fonction de l'appartenance ethnique. Alors quand je disais les indépendants votent Obama, là c'est la véritable ligne de fracture, elle est politique.
C'est-à-dire vous êtes indépendant, vous votez majoritairement Obama, quelle que soit votre appartenance ethnique. Les Noirs indépendants votent évidemment Obama, mais c'est plus parce qu'ils sont noirs que parce qu'ils sont indépendants. Les indépendants blancs et hispaniques votent Obama, même si ils ont tendance, en dehors de considérations ethniques, à voter Clinton. Clinton est vu comme, majoritairement comme meilleur chef des armées et plus crédible en matière économique et évidemment doté d'une plus grande expérience, là c'est sans appel, alors que Obama est souvent, mais pas tout le temps, présenté comme le candidat le plus à même d'unifier le pays. Et évidemment, le candidat du changement. Donc là, je vais passer à un certain nombre de remarques qui reprennent ces grandes lignes. C'est une grande typologie. Je vais passer à un certain nombre de remarques qui reprennent ces grandes lignes État par État. Et les deux premiers États dont je vais parler, c'est le Missouri d'abord et l'Arizona, mais étudiés ensemble. Alors pourquoi le Missouri? Parce que généralement, c'est ce qu'on appelle un bellwether, c'est-à-dire c'est un baromètre, un indicateur assez fiable généralement des tendances électorales dans le pays. C'est également une sorte de microcosme américain au niveau sociologique. Si on regarde au niveau des comtés, donc oui, Missouri, Midwest et Arizona, État de l'Ouest, État désertique, avec une énorme métropole qui est Phoenix, avec des banlieues assez importantes tout autour, et énormément d'hispaniques, évidemment. Si on regarde pour le Missouri, une carte des comtés, donc vous avez votre carte de l'État, vous avez vos petits comtés un peu partout, et vous avez une couleur qui domine, c'est la couleur de Clinton, dans pratiquement tous les comtés. Donc si on se fie juste à la première impression visuelle du Missouri, on se dit Clinton a tout raflé, sauf 2 ou 3 comtés ici ou là. Quand on regarde de quel comté il s'agit, ceux qui ont été gagnés par Obama, c'est les villes. Saint-Louis notamment, où il l'emporte 71-27 dans la ville et 63-36 dans le comté environnant. Donc c'est une marge très large pour Obama. Et dans 2 ou 3 autres villes secondaires, Obama fait des marges également très larges. Mais le résultat global, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est Obama qui l'emporte d'un point, 49-48. Donc c'est extrêmement serré, ce qui laisse présager des résultats extrêmement serrés au niveau national. C'est pour ça qu'on parle de bellwether généralement. Donc Obama l'emporte globalement 49-48 avec seulement 10 000 voix d'écart sur plus d'1 million. C'est quand même très serré. Et les plus grosses marges d'Obama, peu nombreuses, sont équilibrées par les très nombreuses petites marges, rurales essentiellement, de Clinton dans tout l'État. Dans l'Arizona, on a 2 tiers de femmes, c'est assez considérable. Les hommes votent Obama, 48-43, donc c'est assez léger mais quand même significatif. Et les femmes votent pour Clinton dans des marges plus prononcées, 53-40. On peut se demander si c'est le facteur décisif. Oui, peut-être, entre autres, dans cet État-là. Non, dans la mesure où on a d'autres États avec beaucoup de femmes, une majorité de femmes, où Obama l'emporte. Donc ce n'est pas forcément un critère systématiquement décisif. L'âge également peut avoir un effet favorable à Clinton dans cet État-là, puisque l'Arizona, dans la Sun Belt, accueille de nombreux retraités. Vous avez 38% de la population, ce qui est au-delà des moyennes nationales, 38% de la population qui a plus de 60 ans. Électorat favorable à Clinton, donc forcément, ça lui permet de prendre de l'avance. Dans la course républicaine, le ratio homme-femme penche de l'autre côté. Vous avez 53% d'hommes et 47% de femmes. Donc vous voyez que dans un même État, la répartition des hommes et des femmes va différer en fonction de la primaire dont il s'agit. Primaire démocrate, plus de femmes. Primaire républicaine, plus d'hommes. C'est assez classique. Au total, Clinton l'emporte assez largement, 51-42, avec plus de 35 000 voix d'avance et une estimation au niveau des délégués de 26 délégués contre 21. Donc vous voyez qu'une victoire relativement large, quand même, 51-42, se traduit par une différence de 5 délégués sur une cinquantaine, ce qui est très peu. Alors,
Dans le Missouri, les Blancs, indépendamment du sexe, votent assez largement Clinton, mais c'est plus prononcé chez les femmes, ce qui ne nous surprend pas, alors que chez les Noirs, le soutien à Obama est écrasant. 72-28 chez les femmes et 92 chez les hommes. Donc, dans chaque groupe ethnique, le sexe est un facteur d'accentuation. Les femmes pour Clinton, les hommes pour Obama. Donc, vous voyez que ces différents critères, il faut les utiliser entre eux de manière combinée. Le vote Obama est également fonction des revenus. Donc, plus ils sont élevés, plus vous avez tendance à voter pour Obama et inversement. Mais c'est également dans l'Arizona, par exemple, que les plus de 200 000 $ par an votent assez majoritairement Clinton. 52 à 39, ça fait 13 points d'écart, c'est assez large. Donc, une petite illustration de la répartition du vote par niveau d'éducation. Chez les 20% des votants qui ont un troisième cycle, qui sont donc postgraduates, donc 20%, ça fait un cinquième de l'électorat, c'est quand même pas mal. Obama l'emporte 66 à 30, c'est très large, plus de 2 fois, un rapport de plus de 2 contre 1. Alors que chez les 29% d'électeurs de niveau bac, simplement, Clinton l'emporte 53-36. Donc dans une mesure moindre, mais tout de même assez notable. C'est des résultats qu'on retrouve également dans l'Arizona, par exemple. Au niveau politique, c'est la division dont je vous parlais tout à l'heure. Les démocrates assez nettement pour Clinton, et les indépendants encore plus massivement pour Obama. Au niveau religieux, alors là, on a un problème qui se pose. On voit que ce n'est pas vraiment un problème déterminant parce que dans certains États, les plus pratiquants, notamment dans le Missouri, vont voter majoritairement Obama. Et dans certains États, ils vont voter majoritairement Clinton. C'est le cas dans le Tennessee, qu'elle a emporté. Mais dans certains États, l'image est encore plus compliquée parce que les plus pratiquants et les pas pratiquants du tout vont voter pour le même candidat, que ce soit l'un ou l'autre. Et l'autre candidat va avoir les électeurs moyennement pratiquants, si vous voulez, pour simplifier. Donc ici, on se rend compte que ce n'est pas du tout un facteur de polarisation, contrairement à ce qu'on retrouve par exemple avec Huckabee, qui fait le plein presque uniquement chez les gens qui vont à l'église au moins une fois par semaine, côté républicain. Les thèmes de campagne, rapidement, vous avez 3 grands thèmes. Le thème principal, généralement, pour à peu près la moitié de l'électorat, c'est l'économie. Et l'économie, généralement, c'est Clinton qui gagne. Elle est considérée comme plus crédible sur le sujet le plus important. Généralement avec des marges assez confortables, mais pas forcément énormes. La 51-42 dans le Missouri, un peu plus prononcée dans l'Arizona, 54-38. Vous voyez que c'est assez net, mais qu'on n'est pas non plus dans du 70-30. Le deuxième thème de campagne, la deuxième question la plus importante, c'est l'Irak. L'Irak, c'est plutôt les électeurs d'Obama que ça intéresse. Et les électeurs d'Obama ont tendance à plutôt se retrouver dans la priorité irakienne. Obama est présenté comme un opposant à la guerre, ce qui, soit dit entre nous, est assez facile d'une certaine manière, vu qu'il n'était pas sénateur à l'époque, Clinton l'était. Donc Clinton, qui a voté pour, avec un certain nombre de réserves, c'est assez compliqué, est présenté comme la sous-fifre de Bush. Et donc évidemment, il y a une campagne un peu de caricature qui fait que dans l'électorat, on voit Obama comme anti-guerre et Clinton comme pro-guerre. Donc les marges sont assez fortes en faveur d'Obama quand il s'agit de l'Irak, mais pas toujours. Dans certains États, même si vous estimez que l'Irak est la question la plus importante, vous allez quand même voter majoritairement pour Clinton. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de déterminant. Encore moins déterminant, la question de la couverture santé, qui est quand même assez importante aux États-Unis. C'est le troisième sujet.
Là, soit les électeurs sont très divisés, soit ils penchent plutôt pour Clinton. Mais d'un État à l'autre, ça varie assez largement. Ce qu'on retrouve quand même assez généralement, c'est l'économie numéro 1, généralement autour de 45-55% des sondés, et généralement soutien plus massif à Clinton, sauf quand par exemple, ça n'est pas la question. En Alabama, c'est complètement hors sujet, puisqu'on est dans des thématiques beaucoup plus ethniques, et donc c'est le paramètre racial qui va primer. Donc tout ce qui est, par exemple, fréquentation religieuse, tout ce qui est revenu, tout ce qui est position sur l'économie ou l'Irak ne va pas jouer. Obama va faire le plein chez tout le monde au niveau fréquentation religieuse, notamment les plus pratiquants. Obama va faire le plein jusqu'aux catégories qui ont les plus bas revenus, où c'est traditionnellement Clinton qui l'emporte. Donc ça nous montre, quand on regarde plusieurs États, que ça n'est pas un paramètre pertinent dans certains États. Concernant donc le pouvoir d'achat des électeurs, c'est ce que je vous disais. Si vous estimez que vous vous en sortez bien, vous votez très nettement pour Obama dans le Missouri, 66-34, hein, c'est pratiquement 2 contre 1. Les 53% dont les revenus, le niveau de vie stagne, votent plutôt Obama dans le Missouri par exemple, mais la marge est très faible et dans la plupart des autres États, on a plutôt tendance à voter Clinton. En revanche, ce qui est très clair, c'est que là, dans le Missouri, vous avez 35% des votants qui estiment que leur pouvoir d'achat diminue et ils penchent du côté de Clinton. Dans le Missouri, 48-42, ce n'est pas énorme. Mais dans certains États, notamment des États relativement pauvres ou ruraux, ça va être une différence bien plus prononcée. Ou certains États d'ailleurs un peu plus riches comme l'Arizona où la différence est également plus prononcée, 52-40. Donc on voit que l'écart se creuse. Pour les questions, alors oui, pour ce qui est combinaison d'appartenance ethnique et de sexe des candidats, il y a une question très importante une double question très importante dans les sondages sortis des urnes. Accordez-vous une importance, une grande importance, certaine importance ou pas d'importance à l'appartenance ethnique et une autre question au sexe du candidat ou de la candidate. Et là, les réponses sont très intéressantes et plus compliquées à décoder que ce qu'il n'y paraît. Je vous donne 2 exemples. Donc, pour le Missouri, vous avez 18% des électeurs, c'est le même chiffre, qui pensent que le sexe et la couleur sont des paramètres importants. Vous avez, au sein des paramètres importants, vous avez une sous-catégorie très importante qui parfois n'est pas exploitable, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ces 18% qui estiment que c'est un paramètre important, vous avez 56% des votants pour qui le sexe du candidat est important qui ont voté Clinton et 34% qui ont voté Obama. Donc ce qui est important, c'est que vous avez les gens pour qui c'est important, plus de la moitié ont voté Clinton, ils ont voté pour une femme. Donc pour eux, c'est important que ce soit une femme qui soit la représentante du parti démocrate. C'est un vote qu'on pourrait qualifier avec d'énormes guillemets de féministe. En revanche, vous avez un tiers de ces gens-là, pour qui c'est un paramètre important, voire déterminant, qui ont voté pour Obama. Donc ils ont voté pour un homme. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour un homme en estimant qu'il est très important que ce soit un homme ou que ce ne soit pas une femme. C'est un vote qu'on pourrait qualifier, avec les guillemets qui s'imposent, de machiste ou de misogyne. C'est des choses qu'on voit un petit peu dans la presse depuis quelques semaines, notamment là, au niveau de la Caroline du Sud. Il y a eu une série d'interviews très importantes dans le New York Times chez des femmes noires de Caroline du Sud qui étaient pour Barack Obama en tant que candidat noir, mais également en tant qu'homme. Et elles disaient, par exemple, le président doit être un homme, je veux être protégé par un homme. Donc c'est des choses aussi simples que ça. Le président en cas de guerre doit être un homme fort, une sorte de, vous voyez, l'espèce de leader, de cow-boy d'une certaine manière. Donc ça doit être un homme. Donc ils vont voter Obama. Ce n'est pas forcément des hommes, des machistes finis, qui vont dire c'est très important que ce soit, le sexe est très important et c'est très important que ce soit un homme. Ça peut être des femmes.
Mais vous voyez que ça joue dans les deux sens, en faveur de Clinton, mais également, dans une moindre mesure certes, mais également en faveur d'Obama. Même chose pour l'appartenance ethnique. Vous avez 48% des gens pour qui la couleur était importante, donc ils sont 18% dans le Missouri. Dans ces 18%, vous en avez à peu près la moitié qui a voté Clinton, donc qui a voté pour la candidate blanche. Donc c'est important, la couleur c'est important, je vote pour quelqu'un de blanc, donc c'est important que ce soit quelqu'un de blanc. Bon, mais vous avez pratiquement, un peu moins, mais 41% qui ont voté Obama. Donc c'est important que ce soit un blanc ou pas un noir. Enfin un noir et pas un blanc, et inversement. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait dire aux statistiques. Vous pouvez avoir des gens qui vont dire « attention, il y a un vote raciste » ou « il y a un vote misogyne », etc. Mais il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté et que ça peut être interprété des deux façons. Dans l'Arizona, on retrouve les mêmes proportions à peu près. Il y a certains États où la question ne se pose pas, notamment l'Utah. Alors l'Utah, c'est un État très étrange parce que j'ai beau regarder, il n'y a aucun paramètre qui me semble faire la différence. Le seul paramètre un peu inédit, c'est la présence des Mormons qui votent très majoritairement pour Obama. Alors c'est aussi le fait que c'était un caucus et pas une primaire et que Obama fait mieux dans les caucus. L'autre paramètre qui peut avoir joué, alors là c'est une question parce que je ne vois vraiment pas il n'y a rien qui permet de déterminer. Seulement, par exemple, la répartition au sein la répartition géographique, si vous voulez, très largement, Obama l'emporte chez les 50% de votants urbains, 61-36, c'est très large, c'est assez classique d'ailleurs, c'est les marges qu'il a généralement dans les milieux urbains. Et il l'emporte légèrement, 49-45, chez les 45% de banlieusards. Donc en fait, dans l'Utah, comme c'est assez désertique, vous n'avez que des villes, ce qu'on appelle villes, c'est plus de 50 000 habitants, et des banlieues, et il l'emporte partout. Et on n'a pas les résultats pour les 5% de ruraux, mais ça ne doit pas changer grand-chose. Dans le Tennessee, en fait, je voudrais juste mentionner, à propos du Tennessee et de l'Alabama, la question de la polarisation en fait, du vote ethnique. On la retrouve dans le Tennessee. Alors, pour vous donner les chiffres globaux, on a 67% de blancs qui votent Clinton, 67-26. Bon, c'est assez large. Et on a 29% de noirs qui votent Obama, 77-22. Donc vous voyez que c'est plus accentué. Ça, c'est quand on ne prend que l'appartenance ethnique comme catégorie. Quand on découpe au niveau idéologique, on se rend compte que la polarisation raciale se retrouve dans l'affiliation politique. Les démocrates blancs sont pro-Clinton, les démocrates noirs sont pro-Obama, très largement. C'est la même chose, mais de manière un peu moins évidente chez les indépendants blancs. Et très clair chez les indépendants noirs. Les indépendants sont pro-Obama, mais c'est beaucoup plus accentué chez les indépendants noirs que chez les indépendants blancs. Donc vous voyez que là, la polarisation politique dont on parlait tout à l'heure, en fait, elle est largement subordonnée à la polarisation ethnique. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve au niveau de l'âge. Les catégories d'âge, notamment en Californie, mais également en Alabama, sont largement déterminées par l'appartenance ethnique. Exemple, en Alabama, vous avez 13% de Noirs qui ont plus de 60 ans, qui votent Obama 78-21. Donc, généralement, les plus de 60 ans votent Clinton. Là, ils votent Obama. Et vous voyez dans des marges qui sont énormes, 78-21. En revanche, les 17% de Blancs qui ont plus de 60 ans votent Clinton 80-16. Vous voyez qu'on a une polarisation qui est très nette et qui n'est pas, en fait, fonction de l'âge. Les différences qu'on retrouve en fonction de l'âge, c'est parce qu'il y a plus de Blancs que de Noirs. Donc, même si vous avez des marges qui sont à peu près les mêmes, quand vous avez 17% de Blancs et 13% de Noirs, la différence entre les deux fait que Clinton va l'emporter. De justesse, par exemple. Mais vous voyez que
on a au sein de... Si on prend juste la catégorie par âge, on va avoir une différence assez faible, ou même peut-être prononcée en faveur de Clinton, mais il faut regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Également, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'importance de l'appartenance ethnique. Quand on regarde un État noir du Sud, l'Alabama, où Obama, alors pour info, vous avez 60% de femmes, donc ça n'a pas du tout avantagé Clinton. Donc encore une fois, ici, la question du genre est assez secondaire. La victoire d'Obama est assez large, 56-42, plus de 78 000 voix d'avance, assez confortable. Obama l'emporte autant chez les hommes que chez les femmes, assez nettement. Et alors, la question, le facteur ethnique est-il important pour vous? Oui, pour 29% des sondés, donc c'est plus important qu'ailleurs. Et le vote chez ces gens-là est pour Obama assez largement, 62-35. C'est un écart plus important que chez les gens pour qui ça n'est pas important. D'accord ? Donc ça, c'est le facteur important, seulement au sens large. Si c'est le facteur le plus important pour vous, vous êtes dans 7% des électeurs de l'Alabama pour qui c'est le facteur le plus important, là encore, c'est Obama qui l'emporte 56-40. Ça veut dire que vous avez 40% de gens qui votent pour Clinton pour voter pour un blanc, une blanche, ou contre un noir, ça reste à déterminer, mais vous avez 56 qui votent pour un noir ou contre un blanc ou une blanche. Vous voyez ? Donc on a une vraie polarisation ici qu'on retrouve également au niveau idéologique, qui se reflète au niveau idéologique et au niveau donc, des allégeances politiques. Quand je dis idéologique, c'est chez les libéraux, libéraux au sens américain, les modérés et les conservateurs. Où là, en fait, ça n'a pas vraiment joué en Alabama parce que ce n'était pas la question. De la même manière que les revenus, le pouvoir d'achat, l'éducation et la religion, ça n'a pas joué, ce n'était pas la question. Donc en fait, Obama l'emporte partout là-dedans, y compris même pour l'économie, d'ailleurs. C'est un des rares cas où il l'emporte quand vous pensez que l'économie est le thème de campagne le plus important. Ensuite, pour ce qui est de la Californie, assez rapidement, on se rend compte, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la Californie, c'est quand même un des États les plus importants au niveau du nombre d'habitants, plus de 30 millions d'habitants, la moitié de la France, le nombre de délégués qui sont envoyés aux conventions et le nombre de grands électeurs qui vont être dégagés au moment de l'élection donc du 4 novembre. Alors en Californie, l'âge ne joue pas, le sexe non plus, les femmes votent Clinton alors que les hommes sont divisés entre les deux candidats, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le soutien des hispaniques joue évidemment, il est très clairement en faveur de Clinton. Vous avez 30% d'hispaniques, et donc c'est presque un tiers de l'électorat quand même, qui vote 69-29 pour Clinton. Mais vous voyez qu'on est dans des proportions moindres que le vote noir, qui est plutôt dans les 75-80% en faveur d'Obama. Donc c'est très net, mais ça reste atténué. Et le vote blanc, lui, en revanche, est partagé. C'est-à-dire que les hommes blancs votent Obama, les femmes blanches votent Clinton, et les jeunes blancs penchent largement pour Obama. Donc là, la question ethnique est subordonnée à la question de l'âge. C'est ça qui détermine. Les jeunes blancs votent 62-33 pour Obama pour les moins de 30 ans, et les 30-44 ans votent 50-43 pour Obama. Donc vous voyez que ça se tasse. Et après, une fois qu'on passe 45 ans, le vote Clinton devient majoritaire. Et une fois qu'on passe 60 ans, le vote Clinton devient très majoritaire. Le niveau d'études joue de la même manière que dans les autres États. Une particularité de la Californie, c'est que notamment à San Francisco, il y a une très forte communauté homosexuelle. Et c'est le seul État, à ma connaissance, où la question a été posée dans les sondages sortis des urnes.
Et on demandait donc aux gens s'ils étaient homosexuels ou pas, et ce qu'ils avaient voté. Vous avez 4% des sondés qui ont répondu qu'ils étaient homosexuels, et parmi eux, le vote Clinton est assez prononcé, 60-25, sans ambiguïté. Chez les hétérosexuels, donc 96%, l'écart est toujours favorable à Clinton, mais resserré, 52-40. Donc il est plus resserré chez les hétérosexuels que chez les homosexuels. Ou à l'inverse, les homosexuels préfèrent assez largement Clinton à Obama. Les divisions économiques, par exemple, reflètent ce qu'on a vu tout à l'heure pour les autres États, pour l'ensemble. Et les revenus, c'est pareil, à la différence près que, comme dans l'Arizona, si on a bien les bas revenus qui votent Clinton et les hauts revenus qui votent Obama, les très hauts revenus, plus de 200 000 $ par an, votent légèrement Clinton, 50-46. Ce qui est donc moins prononcé que dans l'Arizona, où on avait une marge quand même beaucoup plus importante. Au niveau des thèmes de campagne, c'est la même chose qu'en règle générale. L'économie, c'est Clinton, et l'Irak, c'est Obama, mais les marges sont faibles, sont assez faibles. C'est-à-dire que le soutien pour Obama ne dépend pas de cette question. Au niveau de la couverture santé, c'est très largement Clinton qui l'emporte. Au niveau partisan, je voudrais terminer là-dessus, au niveau partisan, on retrouve en définitive le clivage ethnique. C'est-à-dire qu'il faut un peu mélanger les deux. Vous avez 80% de démocrates qui ont pris part à l'élection de Californie, et c'est Clinton chez eux qui l'emporte, 57-36. Chez les indépendants, 17%, c'est Obama qui l'emporte, 56-33. Donc c'est à peu près les mêmes chiffres. C'est des sondages sortis des urnes, hein, donc vous avez toujours une marge d'erreur de 2, 3, 4%, suivant les États. Donc c'est pour ça que quand vous avez une marge de 4-5%, je dis que c'est une petite marge. Parce que finalement, ça peut être qu'une marge de 1 ou 2%. Enfin, 1 ou 2 points d'ailleurs, pour être précis. Donc Obama l'emporte chez les indépendants, Clinton chez les démocrates. Jusque-là, tout va bien, ça correspond à ce qu'on a vu jusqu'ici. Et on se rend compte que la polarisation se fait plus par parti que par race. Parce que si on décompose par race, comme on dit aux États-Unis, les blancs démocrates, 41% votent pour Clinton, 48-39. C'est plus resserré. Les blancs indépendants, 10%, votent Obama. Ils sont blancs, mais ils votent en tant qu'indépendants, si vous voulez. 58-30. Donc les blancs indépendants votent plus largement que les indépendants en général pour Obama. Les noirs démocrates, évidemment, votent Obama très largement. Les hispaniques, je vous avais dit tout à l'heure qu'ils votaient largement Clinton, 69-29. Mais si on décompose par appartenance politique, on n'est plus du tout dans la même configuration. Les hispaniques démocrates, 25%, on avait 29% d'hispaniques, 25% sont de démocrates, ça veut dire qu'ils sont très majoritairement démocrates. Ils votent Clinton, 73-26. Bon. Mais on a 3% d'hispaniques indépendants, qui ne votent pas comme des hispaniques, ils votent comme des indépendants. Et ils votent Obama, 51-43. Donc on se rend compte qu'on a une division qui se fait selon les lignes partisanes, plus que cette fois sur des lignes ethniques. Et au niveau idéologique, en revanche, Clinton gagne chez tous les groupes, libéraux, modérés et les 13% de conservateurs. Et donc c'est pour ça que quand vous regardez la répartition par appartenance ethnique brute, vous voyez que les blancs votent Clinton 45-42, vous dites « Ah, c'est serré », c'est-à-dire que vous avez pas mal de blancs qui votent Obama. Les Noirs représentent 6% des électeurs de la primaire démocrate en Californie, ils votent très largement Obama, 78-19, mais ça ne vous surprend pas parce que c'est les chiffres qu'on a vus depuis le début, environ entre 75 et 80%. Les Hispaniques, 29% votent Clinton, 69-29, donc très largement, mais moins que les Noirs. Et les Asiatiques, 8%, donc pas négligeables au niveau de cet État-là, mais ils sont concentrés dans cet État-là, et également un petit peu dans le Washington. C'est Clinton qui l'emporte, 75-23. Et ceux pour qui la race est très importante, donc 6%, votent Clinton, 66-33. Donc là, c'est plus prononcé, en revanche.
Voilà, donc en fait, j'en resterai là. Je dirais juste pour terminer que Clinton gagne dans tous les milieux, hein, urbains, ce qui est assez rare pour être signalé, suburbains et ruraux. Et juste, je voulais terminer en vous donnant quelques échéances à venir. Alors, le 9 février, on a 205 délégués en jeu. Donc maintenant, vous voyez qu'avec les écarts qui sont très faibles, chaque délégué va compter pratiquement. Donc 205 délégués en jeu. En Louisiane, État très noir. Dans le Nebraska, État pas noir du tout, mais ça ne change pas forcément grand-chose pour Obama. Et le Washington, donc Seattle, qui est plutôt blanc et où c'est un État de l'Ouest, près de la frontière canadienne, où vous avez aussi pas mal où le vote minoritaire peut aussi avoir un impact. Le 10, vous avez 10 délégués dans le Maine. Bon, c'est jamais toujours bon à prendre. Et le 12, vous avez ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce qu'on appelle dans la presse la primaire du Potomac, DC, Maryland et Virginie. Forte communauté noire, donc a priori, il pourrait y avoir, parmi les 240 délégués à pourvoir, à la proportionnelle encore une fois, Obama pourrait assez confortablement rattraper son retard. Il y a aussi un autre point qui me tient tout à fait à cœur dans ces coins-là, notamment en Virginie, c'est ce qu'on appelle les exurbs, c'est-à-dire c'est les banlieues au-delà des banlieues. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les centres urbains, les banlieues, des banlieues au-delà des banlieues, qui ne sont pas forcément connectés au centre urbain, et ensuite les milieux ruraux. Et en fait, les exurbs, c'est les nouvelles banlieues, enfin les espèces de villes champignons, qui sont anciennement rurales et qui sont peuplées en gros par des familles, des jeunes couples avec des jeunes enfants, qui sont souvent d'ailleurs d'anciens démocrates qui deviennent républicains. Donc c'est un terreau républicain et en schématisant un peu, c'est ce qui a fait gagner Bush en 2004, notamment dans l'Ohio. Donc il y en a pas mal autour de Washington, il faudra regarder, ça c'est comté par comté, je m'en occuperai. Donc le 12 février, le 4 mars, on a 444 délégués de l'Ohio et du Texas essentiellement. On a aussi le Rhode Island et le Vermont, mais c'est quand même un peu moins important. L'Ohio, Battleground State, qui a fait pencher la balance en 2004, donc à surveiller de très près, d'autant que le gouverneur de l'Ohio se verrait bien vice-président. Et le Texas, évidemment, beaucoup d'hispaniques. Le 22 avril, donc là on est beaucoup plus tard, on a 188 délégués de Pennsylvanie. On va être beaucoup plus tard, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de gros écarts d'ici là. Donc 188 délégués, c'est également considérable. Ensuite, on en a le 6 mai, 219 dans l'Indiana et la Caroline du Nord. Caroline du Nord, beaucoup de Noirs. 219 délégués, c'est pas mal. Ensuite, 124 dans le Kentucky et l'Oregon le 20 mai. Et le dernier acte, 7 juin, avec 56 délégués à pourvoir, ce qui est également toujours bon à prendre, à Porto Rico. Donc finalement, les États qui votent après le Super Tuesday généralement sont désavantagés, parce que les jeux sont faits, et ils se prononcent alors que les jeux sont faits, donc bon, ça n'a plus grand intérêt. Là, c'est historique, ça va en avoir. Autre chose qui est historique, c'est la participation, record. On n'a jamais vu autant de gens se précipiter dans les urnes et surtout voter par procuration, ou ce qu'on appelle le early voting, voter avant le scrutin. Dans certains scrutins, vous pouvez voter une semaine avant. Donc, très forte participation, très forte mobilisation des jeunes et de certaines catégories qui ne votaient pas avant, ce qui pourrait considérablement avantager Obama. Donc ça, c'est à suivre également. Il faudra bien suivre donc, le nombre de délégués qui seront attribués. Ils ne sont pas forcément attribués tout de suite. Ils sont attribués selon des règles parfois très fumeuses. Vous pouvez regarder sur le site du New York Times notamment. Vous avez État par État le mode d'attribution des délégués. Parfois, il faut une bonne demi-heure pour comprendre comment les délégués sont attribués dans un État. C'est extrêmement compliqué. Et puis, ce n'est pas pareil dans un État pour les démocrates et les républicains, évidemment. Donc, il faudra bien suivre ça. Les sondages sortis des urnes, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur le site de CNN notamment et sur le site du New York Times. Pas forcément les mêmes, mais ils sont assez largement complémentaires. Ceux de CNN sont les plus complets.
Évidemment, ce n'est pas ceux uniquement de CNN. Vous avez plusieurs médias qui se regroupent. Ça coûte extrêmement cher à mettre en place. Donc, vous pouvez suivre ce genre de choses. J'espère que je vous ai donné un certain nombre d'indications du scrutin qui vient de se dérouler. Il y en a d'autres, vous l'avez vu. Tout n'est pas fini. C'est loin d'être fini. On pourrait même dire que les choses ne font que commencer. Ça fait un moment qu'elles commencent. Mais étant donné l'écart de délégués entre les deux candidats, tout reste à faire. Donc maintenant, je vous laisse la responsabilité de regarder par vous-même ce qui va se passer et d'essayer en fonction de ça uniquement et pas seulement en fonction de ce qu'on appelle aux États-Unis vos gut values, c'est-à-dire si vous aimez quelqu'un, vous allez être pour lui, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez être contre lui. Essayez de passer à un autre niveau, essayez de vous dire qui peut gagner et pas qui gagnerait bien selon moi. Voilà, je vous remercie. Alors oui, très rapidement, parce qu'en fait j'ai cours là, mais quelques questions je veux bien. De toute façon, mes étudiants étaient là, il y en a peut-être encore d'ailleurs, je ne sais pas, donc ils savent que je ne suis pas absent, quoi. Je voulais savoir si l'immigration, c'était pas un thème de... Si, ça dépend où. Ah oui, pour question de prise de son, il faut que je répète la question. C'est un peu bizarre, mais vous verrez, on s'habitue. Donc l'immigration n'est pas un thème de campagne au même titre que l'Irak, par exemple, ou l'économie surtout. Mais dans certains États comme l'Arizona, par exemple, si. Et ça peut être défavorable à McCain. C'est le seul point sur lequel Romney est en tête. Parce que McCain est plus tolérant d'une certaine manière. Il est plus pour une sorte d'amnistie, entre guillemets, pour un contrôle un peu plus humain, si vous voulez, des sans-papiers, alors que tous les autres républicains sont pour les mettre dehors. Donc vous avez une partition qui se fait là, chez les électeurs. Si pour vous c'est très important et que vous voulez que les sans-papiers soient mis dehors, vous n'allez pas voter McCain. Vous allez plutôt voter pour Romney, par exemple, ou pour Huckabee. Ça dépend après si vous êtes plus pratiquant ou si la religion est plus importante pour vous, ce genre de choses. Ou si vous n'aimez pas les Mormons, vous allez voter Huckabee et pas Romney. Bon, c'est un peu un des facteurs. Mais c'est un des points qui pourrait nuire d'une certaine manière à McCain, mais on se rend compte à l'issue du Super Tuesday que finalement, en Californie et dans l'Arizona notamment, ça n'a pas joué en faveur de Romney, puisque McCain l'a emporté. Donc c'est un thème de campagne, on en parle, mais a priori, ce n'est pas quelque chose de déterminant. Mais surtout pas au sein des démocrates, en fait. Ah, surtout pas au sein des démocrates, non, puisque les minorités ethniques sont traditionnellement très largement démocrates. Oui ? Moi, j'aurais voulu savoir pour qui votaient majoritairement les autochtones, en fait. Les nations amérindiennes. Oui. Si vous aviez des... Alors, les nations amérindiennes n'étaient pas en tant que telles dans les sondages sortis des urnes. Elles n'apparaissent pas parce qu'en termes de répartition géographique, déjà, elles ne sont pas dans tous les États. Et en termes d'effectifs, ce n'est pas assez important, par exemple, par rapport à la communauté hispanique ou à la communauté noire, pour avoir un véritable impact sur les résultats. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à votre question. Oui ? Je voulais savoir, vous avez dit qu'en général, Obama faisait mieux dans les caucus et Hillary Clinton plutôt dans les primaires. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou... Alors, pourquoi Obama fait mieux dans les caucus et Hillary Clinton dans les primaires ? Il y a une raison structurelle au niveau de l'organisation. Les caucus, c'est quelque chose de plus intime, entre guillemets. C'est à beaucoup plus petite échelle et ça nécessite un meilleur contact entre le candidat et les électeurs. Et pour ça, Obama est bien meilleur que Clinton. Clinton l'emporte, en fait, on se rend compte dans les scrutins à grande échelle, où sa présence se fait sentir par la pub, notamment à la télé, ce genre de choses. Donc une sorte de contact indirect. Contact direct, c'est Obama qui l'emporte. Et c'est pour ça que dans certains États de l'Ouest, les caucus de l'Est ou du Midwest, les caucus lui ont donné une telle avance, notamment dans l'Idaho.
où c'est quelque chose comme il l'emporte comme 80-20, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'électeurs. Et comme le disait Hillary Clinton, c'est bien de gagner dans les caucus qui ne sont pas très démocratiques, mais pour elle, ça a plus de sens de gagner dans le New Jersey, New York, la Californie, où vous avez des votes à bulletin secret. Et donc, c'est plus démocratique. Donc, on ne regarde pas exactement la même chose. C'est plus la question du contact. Mais ça, on le savait qu'Obama avait un meilleur contact. Oui. Moi, je voulais savoir si Bill Clinton prenait part à la campagne, notamment pour conquérir un électorat noir. Donc, il avait été appelé premier président noir des États-Unis quand il avait été élu par la communauté noire face à Obama, s'il prenait part à la campagne. Alors, Bill Clinton, c'est vrai, a été appelé le premier président noir. Il a toujours eu un soutien dans la communauté noire qui était très important. Il a pris part à la campagne. Notamment, on parlait plus de Hillary, mais Billary. Tellement il prenait part à la campagne. Son rôle est assez contesté, c'est-à-dire qu'on le voit comme une espèce de chien d'attaque de sa femme, qui est toujours en train d'essayer de mordre Obama. Et en fait, sa participation semble plus contre-productive qu'autre chose. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on le voit moins, enfin, on l'entend moins surtout. Depuis quelques semaines, quelques jours, ça passe tellement vite, on l'entend beaucoup moins, on l'a entendu beaucoup, et puis finalement il y a eu pas mal de polémiques, et maintenant on l'entend moins. C'est-à-dire qu'il va dans les États où sa femme ne peut pas être en même temps, il rend service, il a une présence indéniable, il y a des gens derrière de la période où il était président, il y a des réseaux, il y a de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'Obama est défavorisé de ce point de vue-là, parce qu'il a aussi des réseaux et de l'argent. Mais la question se pose essentiellement pour la vice-présidence. Si Hillary Clinton emporte la présidence, bon courage à celui qui sera le vice-président, parce que ce sera un duo à trois. Parce que vous aurez la présidente et un vice-président, et vous aurez Bill toujours quelque part, pas très loin. Et donc, la capacité à exister du vice-président va être mise à rude épreuve. Mais c'est essentiellement là que ça se joue. Pour la campagne, Bill, je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il lève un peu le pied, parce qu'il faisait un peu pire que mieux. Prendre peut-être une ou deux dernières questions. Je voulais savoir si l'électorat homosexuel, c'est un électorat de poids, d'une part, et aussi si vous avez dit que l'écart a été favorable à Madame Clinton, et je voulais savoir si en fait ça s'expliquait uniquement par le fait que c'était une femme, et donc c'était moins conventionnel. Alors, l'électorat homosexuel n'a pas un poids considérable au niveau national. Il va avoir un poids essentiellement à deux endroits, à New York et seulement dans certains comtés de New York, New York City, et à certains endroits de la ville d'ailleurs, donc c'est assez limité géographiquement, et du côté de San Francisco. C'est pour ça que le seul sondage que j'ai vu où la question était posée, c'était la Californie. Et ça représente 4% des votants, enfin des sondés, lors de la primaire démocrate. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la question ait été posée dans le sondage pour les républicains, si vous voulez. Est-ce qu'ils ont un poids? Pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'ils sont reportés sur Hillary Clinton? Je ne suis pas vraiment capable de vous répondre. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ce qui détermine. Est-ce que... Traditionnellement, l'électorat homosexuel est démocrate, évidemment, et pas républicain. Maintenant, ils n'ont pas vraiment de position là-dessus. Ils sont plus ou moins pour le mariage homosexuel, plus ou moins ouvertement, contrairement aux républicains. Donc ça ne joue pas vraiment. Les homosexuels savent que de toute façon, il faut voter démocrate pour être défendu. Donc après, l'un comme l'autre, je ne sais pas vraiment comment situer cette affection plus prononcée pour Hillary Clinton. Nous en restons là? Nous en restons là. Je vous remercie d'être venus.